Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Abbaye aux Dames pour cette seconde journée consacrée à notre Forum mondial Normandie pour la paix. Comme on vient de le voir dans cette petite vidéo, la journée a été riche en émotions hier et évidemment, on va continuer sur notre lancée. Toujours fidèle au poste à mes côtés, le vice-président de la région Normandie, François-Xavier Priolo. Et je suis également très heureux de co-présenter ce Forum mondial Normandie pour la paix, aux côtés de la journaliste fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine, Frédérique Bedos. Merci. Alors Frédérique l'a dit, la journée d'hier a été particulièrement riche de très nombreuses initiatives, une quinzaine de débats, beaucoup de choses dans le village. Mais aujourd'hui, il sera également extrêmement riche et je vous indique d'ores et déjà que la plénière de cet après-midi se fera en présence du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et rendez-vous ici cet après-midi dès 17h30 précise. Un moment à ne rater sous aucun prétexte. Alors hier, vous avez été très nombreux à vous rendre sur le site, à participer à ces nombreux débats. Vous étiez aussi très nombreux sur Internet à nous regarder en direct sur YouTube. Donc on vous accueille encore aujourd'hui. Bienvenue à tous les internautes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce Forum mondial Normandie pour la paix n'a pas lieu en juin durant 2 jours, mais en fait c'est véritablement tout au long de l'année que ça se déploie. En effet, Normandie pour la paix, c'est un programme permanent que vous pouvez découvrir sur le site internet normandiepourlapaix.fr. Et c'est 4 choses, Normandie pour la paix. Ce sont beaucoup d'actions dédiées à la jeunesse à travers le volet Normandie pour la paix campus. Et je veux remercier et féliciter tous les jeunes, les centaines de jeunes qui sont présents depuis hier au forum. On peut les applaudir et ils peuvent s'applaudir eux-mêmes parce qu'ils sont très nombreux ici dans cette salle plénière, mais aussi dans tous les débats, et vous l'avez vu dans la vidéo. Et on aura l'occasion cet après-midi aussi, lors de la plénière, d'annoncer le lancement de la chaire universitaire Normandie pour la paix. Normandie pour la paix, le programme permanent, c'est aussi une librairie pour la paix, un centre de ressources avec nos partenaires dans le monde entier qui nous permettent d'avoir accès à des contenus sur la géopolitique et puis aussi des contenus audiovisuels avec l'Institut national de l'audiovisuel, des vidéos pour redécouvrir l'histoire du monde, la géopolitique en images. Normandie pour la paix, c'est également des actions de médiation. Normandie pour la paix, dialogue, se tiennent en ce moment même des réunions très importantes pour parler de la relation entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi pour parler de la Turquie et de l'Arménie. Et tout au long de l'année, en Normandie, notre terre accueille des initiatives qui sont des initiatives qui permettent de rapprocher les points de vue. Et c'est ça aussi le sens, à la veille de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, de se dire que la Normandie souhaite aussi, à son niveau, être utile au rapprochement des points de vue. Tout ceci, Frédéric, c'est possible grâce aux très nombreux partenaires qui accompagnent le projet et le programme Normandie pour la paix dans le monde entier. Ces partenaires, ils forment la communauté Normandie pour la paix. Il y a des partenaires académiques, des think tanks, des universités, et il y a aussi des partenaires médiatiques. Parmi eux, France Média Monde. France Média Monde, c'est TV5, France 24, RFI. France Média Monde est en effet un partenaire précieux de notre Forum Normandie pour la paix, car il porte la voix de la France à l'international, ce qui représente un atout essentiel dans le cadre de notre mission d'information. Et cela est d'autant plus important qu'il y a depuis quelques années un phénomène nouveau qui a émergé dans l'univers médiatique, un phénomène qui a pris très rapidement une immense ampleur, c'est celui de la désinformation liée à la prolifération des fake news ou infox, au point que cela peut aller jusqu'à déstabiliser les relations internationales. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé primordial de nous pencher sur cette question épineuse, et c'est ce que nous allons faire maintenant en compagnie de la présidente directrice générale de France Média Monde. On accueille chaleureusement Marie-Christine Saragosse. Voilà Marie-Christine, installez-vous. Merci. Ça marche ?
Bonjour. Ouais, c'est bon, Oui. ça marche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, peut-être quelques mots pour présenter le groupe France Média Monde. Désolé. Alors, France Média Monde, c'est une société nationale de programmes. Il y a 3 sociétés nationales de programmes en France. France Télévisions, qui est la télévision nationale française, Radio France, la radio nationale française, et France Média Monde, qui est une société qui regroupe les médias à vocation internationale, en radio, en télévision, sur le numérique et surtout multilingue, puisqu'on parle 16 langues dans le groupe. J'ai envie de dire seulement 16 langues, parce que nos amis et concurrents en parlent parfois jusqu'à 60. Nos amis américains de USA Global Media, ils parlent 60 langues. Nos amis allemands en parlent 30. Nos amis britanniques en parlent 40. Donc en fait, avec 16 langues, c'est beaucoup, mais ça pourrait être plus. Alors il y a trois médias dans ce groupe. Il y a France 24, qui est largement représenté pendant le forum. Il y a 3 journalistes qui doivent être dans la salle déjà. Et France 24, c'est une chaîne d'information de télévision continue qui parle 4 langues, le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol. Radio France Internationale, RFI, c'est une radio aussi mondiale qui parle 15 langues, le français plus 14 autres langues, parmi lesquelles des langues africaines, ce qui me semble un point très important si on parle de paix et de stabilisation. Et puis, il y a une radio arabophone qui s'appelle Monte Carlo Doualiya. Donc, on est présent dans plus de 180 pays. Par exemple, France 24 compte 384 millions de foyers qui reçoivent la chaîne. Et puis, RFI compte 156 émetteurs FM, 1700 radios partenaires. Et en 2018, chaque semaine, tous nos médias, dans toutes leurs langues, et que ce soit la radio, la télévision ou le numérique, ont touché en moyenne chaque semaine 176 millions de personnes. Et ça, pour le coup, on n'a pas à rougir. Même si on parle moins de langues que les autres, on touche beaucoup de monde et de manière croissante et de manière exponentielle. Ce qui me réjouit parce que c'est sans doute le gage que l'information que nous délivrons n'est pas de l'infox. C'est une information de qualité de premier plan. Alors, je rappelle le titre de cette séquence, Infox et déstabilisation, que peuvent les médias ? Il me semble que rien que dans la formulation de cet intitulé, on ressent le caractère d'urgence de la situation. Donc, en quoi la manipulation de l'information représente un tel défi pour le monde actuel ? Alors, je pense que la manipulation de l'information n'est pas un phénomène nouveau. Je pense que la propagande et les fausses informations, je pense qu'elles ont existé en même temps que l'information elle-même. D'ailleurs, la loi de 1881, et je dis notamment aux jeunes que si vous n'avez pas lu cette loi, la loi de 1881 sur la presse, c'est une vieille dame magnifique qui a survécu plus d'un siècle et qui est toujours d'actualité et qui est formidable. Et elle définit déjà les fausses infos. Donc, on n'est pas dans une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène lié, il faut bien le dire, malgré eux sans doute, mais aux réseaux sociaux, et la vitesse de propagation des fausses informations, puisqu'on mesure même qu'elles se propagent 6 fois plus vite que les informations normales. C'est d'ailleurs quelque chose qui... Parce qu'elle a un côté viral encore. Il y a un côté viral, accru. mais pourquoi ? Alors, peut-être que ce qu'on peut dire... D'abord, qu'est-ce que c'est au fond l'infox ? Comme vous l'avez fort bien dit, en français on dit infox. Fake news, c'est plus discutable. Mais bon, infox. Infox, ça regroupe plein de choses. Ça peut être des fausses infos qui sont des canulars, ça peut être une erreur. On n'a pas fait exprès, on a dit quelque chose qui était faux. Ça peut être volontairement, avec une visée malveillante, une info qui est délivrée. Ça peut être des manipulations beaucoup plus grosses, des théories du complot. Et ça peut entraîner des choses graves. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, en République démocratique du Congo, une rumeur a couru sur les réseaux sociaux que le nouveau président allait interdire le port des pantalons pour les femmes. Et ça a entraîné des violences auprès de jeunes femmes. Il y a 15 jours à peu près, en Côte d'Ivoire, pas loin de Bouaké, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux qu'un taxi-moto avait été tué par une communauté, les Malinqués, et donc les Baourés se sont révoltés, il y a eu des morts.
C'était évidemment une fausse info. Donc, évidemment, pendant le Brexit, on a vu circuler une information qui a fait des ravages. C'était s'il y a Brexit, les Britanniques vont économiser 350 millions de livres chaque semaine et qui pourront être versés sur la couverture sociale des Britanniques. Et donc, on voit bien qu'il y a des choses très différentes. Mais je pense qu'il y a trois points. D'abord, il y a un continuum de la diversité des expressions et des opinions qui est en général louable et défendu au fait qu'il y a des contre-vérités, des complots. Donc ça crée une sorte de plum pudding un peu indigeste qui jette le discrédit sur l'ensemble de l'info. C'est ça. Ça, c'est un premier... On ne sait plus que croire, en fait. On ne sait plus que croire. Parallèlement à ça, et de manière... ce qui peut expliquer aussi ça, c'est que on est un peu dans l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire que n'importe qui a le droit de s'ériger journaliste, de délivrer des informations. Un expert, un quidam ont le même impact. Il y a une telle démocratisation de l'outil, en fait, que ça nivelle tout et voilà. que les repères s'estompent, puisque, au fond, une vérité, un mensonge, est-ce que, au fond, c'est pas la liberté d'opinion, tout se vaut? C'est un deuxième... C'est aussi le relativisme. Du relativisme, absolument. Et le troisième point, c'est une forme de communautarisme, une forme nouvelle de communautarisme, puisque avec les systèmes de recommandation, avec le fait qu'on partage entre amis, au fond, on se conforte dans ce qu'on croit, Oui. plutôt que de rechercher éventuellement les faits. Donc du coup, des communautés sont persuadées de ce qu'elles défendent. Je pense par exemple, on a eu, quand Notre-Dame a brûlé récemment, en Afrique, il y a une rumeur qui est sortie, que tout le monde relayait, c'était qu'il y avait des statues diaboliques à Notre-Dame et que ça expliquait l'incendie. Il a fallu que les observateurs de France 24, saisis d'ailleurs par des internautes qui nous demandaient d'intervenir, et on a fait un très gros papier pour démonter ça. Donc en fait, et tout d'un coup, une communauté s'enflamme, oui. Et tous ces phénomènes, en effet, peuvent aller jusqu'à des menaces géostratégiques. Si on ajoute que parfois, ce ne sont pas seulement des individus, mais qu'il y a des phénomènes massifs, on peut observer qu'une fausse info se répand à toute allure parce qu'il y a des faux comptes qui relaient. Et là, on est face à des manipulations qui peuvent être même étatiques. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, qui sera là cet après-midi, s'est beaucoup penché sur ces questions. On a eu un colloque l'année dernière, et le centre de crise du MAE étudie beaucoup ces phénomènes. Et aussi le ministère de la Défense, etc. Le ministère de la Défense. Et à ça s'ajoute un dernier point, on ne le lit pas toujours, mais c'est assez lié, les cyberattaques. Les cyberattaques font partie parfois de stratégies de déstabilisation. Et donc on va avoir au même moment une fausse info qui circule, mais des médias qui sont attaqués. TV5 Monde, c'était il y a quelques années maintenant, mais en 2015, a failli disparaître en raison d'une attaque massive à laquelle la chaîne n'était pas préparée. Aujourd'hui, nous, on a un centre de lutte contre les cyberattaques, et chaque mois, on a parfois des millions de tentatives d'intrusion. Donc, et souvent, d'ailleurs, il y en a eu pendant les élections, la période électorale en Europe. Alors là, on n'a pas eu de phénomène de fake news massif ou d'infox, parce qu'au fond, c'était dispersé. Il y avait plusieurs pays qui votaient, il y avait plusieurs langues, il n'y avait pas de... Les listes étaient plus des listes d'idées que de personnalités qui étaient déjà très connues. C'était une élection à la proportionnelle. Donc, il y avait moins prise à créer, les infox n'ont pas pris, mais nous, on a quand même eu une forte tentative de cyberattaque à la veille des élections. Et on n'a pas été le seul média. Donc on voit que petit à petit, tout cet univers des infox est en train de se sophistiquer. En tant que média professionnel, forcément ce défi de lutter contre les infox s'impose à vous. Alors, comment est-ce que vous faites? Vous avez une espèce de mode d'emploi? Oui, alors, on ne peut pas tout, hein, les médias, mais à notre niveau, je dirais qu'il y a 3 piliers, éventuellement, à notre action. Peut-être que le premier pilier, c'est tout simplement de bien faire son travail, c'est-à-dire de délivrer une information certifiée, honnête, équilibrée, indépendante, et donc d'appliquer tout simplement les règles de déontologie du journalisme professionnel. Ça, c'est la base. Faut-il avoir les moyens de le faire? Mais c'est la base. C'est la base, et je pense, ce qui est intéressant quand même par rapport à cette base,
C'est que pendant un moment, on a vu que ce phénomène des infox avait un peu jeté le discrédit sur toute l'information et que les médias eux-mêmes étaient décriés, que parfois même agressés, on l'a vu à l'occasion de manifestations. Donc la crédibilité des médias pouvait être mise en cause. Et en fait, les dernières enquêtes me réjouissent personnellement à l'occasion des assises du journalisme de Tours, il y a quelques semaines, et puis à l'occasion des élections européennes, l'UER a fait des enquêtes à l'échelle européenne, et on voit que les citoyens, c'est pour eux qu'on travaille, donc ça compte énormément leur opinion, les citoyens ne font plus du tout confiance aux réseaux sociaux, c'est-à-dire 75% des Européens considèrent que l'information délivrée sur les réseaux sociaux n'est pas une garantie de fiabilité. Au contraire, les médias traditionnels, radio et télé, reprennent de la confiance. Et parmi ces médias traditionnels, radio-télé, c'est le service public qui tire très bien son épingle du jeu. Donc, je pense que ça, c'est une donnée importante. Et une des leçons peut-être qu'il faut en tirer, puisque ce forum tire aussi des leçons pour construire des sociétés démocratiques pacifiques, c'est que donc la crédibilité des médias et notamment de services publics est essentielle. Et cette crédibilité, elle dépend de leurs moyens de financement, c'est-à-dire que si on est financé sans indépendance des financements, on est suspect de ne pas être indépendant. Oui. Si on est nommé sans indépendance des nominations, on est suspect de ne pas être indépendant. Or, cette indépendance est le gage de notre crédibilité auprès des citoyens. C'est vrai en France, mais pour nous, c'est excessivement important dans le monde. Si on était perçu comme ayant des biais dans notre couverture, oui, si vous avez des intérêts, si des choses on avait comme ça, une sorte d'agenda caché suspect, eh bien, nous ne serions pas crédibles. Donc c'est très important que le législateur, dont d'éminents représentants sont dans la salle, ait conscience que cette indépendance, c'est le gage de la crédibilité et donc la capacité à lutter contre les fausses infos. C'est un continuum. C'est un pilier de la démocratie, hein, le journalisme, l'information juste. On l'a parfois un peu oublié et c'est un pilier qui reste à conquérir dans beaucoup de zones du monde. Tout à fait. Et on reviendra sur la profession de journaliste, mais c'est une profession magnifique et difficile. Tout à fait. Le deuxième pilier, c'est le fait de lutter tout simplement en frontal contre les infox. Et pour ça, on a besoin de se mettre en réseau. Donc, on fait partie de réseaux internationaux. Au moment de l'élection présidentielle française, on était dans le cross-checking avec d'ailleurs des plateformes, hein, avec des réseaux sociaux, Facebook, Google, on travaille avec eux. Ce ne sont pas nos ennemis, on travaille avec eux. Ils n'ont pas nécessairement choisi d'être des vecteurs d'infox. Après, il y a d'autres soucis avec eux, la transparence des algorithmes, le partage des richesses, mais je pense qu'ils ne sont pas désireux d'avoir des infox et de relayer des choses qui menacent la paix du monde. Donc on travaille avec eux. On a travaillé justement dans une initiative à la veille des élections européennes. On était 30 médias européens regroupés. Et donc il n'y a pas eu de phénomène de fake news, mais quand même, à 90 reprises, on est intervenu pour contrecarrer des fausses informations. Et on le fait tout le temps. On le fait avec le service public français. Sur le site France Info, il y a un onglet qui s'appelle « Vrai ou fake » où tous nos programmes sont mis. Donc on a des émissions dédiées sur ça, peut-être qu'on y reviendra. Oui. Le troisième point, et peut-être que c'est le plus important, c'est l'éducation aux médias. Parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque info, ni d'ailleurs chaque citoyen encore moins. Donc il est très important, et ça s'adresse en particulier aux jeunes qui sont là, que l'éducation aux médias fasse partie de l'éducation tout court, que l'esprit critique qu'on développe dans d'autres disciplines soit développé sur l'information, sur la manipulation des images. Et ça, c'est un axe stratégique très important pour nous. On y travaille beaucoup. Et au-delà de ces trois piliers qui dépendent un peu de nous, même si on travaille avec les autres médias, il y a évidemment le législateur là aussi, parce qu'il me semble... Bon, moi, je ne rentre pas dans les lois en période électorale, etc., la lutte contre la haine, ce qui fait aussi l'objet d'une loi sur les réseaux sociaux, mais sur le statut des plateformes. Moi, par exemple, je suis responsable de publication. Je ne sais pas si ça ne se voit pas, mais ça veut dire que chaque journaliste qui écrit quelque chose, dit quelque chose, je porte la responsabilité de ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui écris les papiers des journalistes, ils ne me laisseraient sûrement pas faire. En plus, je ne parle pas 16 langues. Oui. Donc, je suis responsable et ce n'est pas moi qui rédige. Et pourtant, devant le juge, en vertu de la loi de 1881, si quelque chose d'inexact a été fait, si une diffamation a eu lieu, si
bien c'est moi qui rends compte, c'est moi qui peux être condamné. Il me semble que peut-être que ce n'est pas le statut exactement le même qu'on doit avoir pour des plateformes, mais qu'une responsabilisation de ces plateformes, sans même se dire c'est lutter contre la haine ou les fausses nouvelles en période d'élection, non. On est responsable, il y a une loi, et bien si on est responsable et qu'il y a une loi, ça veut dire qu'on rend compte au juge s'il y a une saisine, s'il y a des plaintes. Je trouve que ça mériterait de se poser la question du statut des plateformes. Peut-être qu'elles ne peuvent pas être des éditeurs purs, parce qu'elles ne maîtrisent encore moins que sans doute un PDG ce qui se passe sur leur réseau, mais je pense qu'elles sont trop loin de la responsabilité aujourd'hui. Il faut ramener de la responsabilisation. Oui, je pense que ça, c'est un point essentiel pour bien lutter. Sûr, bien sûr, parce que ça anime encore plus la détermination d'agir. Alors, on comprend qu'avec tout ce que vous nous décrivez, vous luttez au quotidien contre la confusion générée par la désinformation, mais vous allez encore plus loin. Vous avez décidé de passer à l'offensive et de riposter en mettant en place un tout nouveau programme. De quoi s'agit-il ? Alors, plusieurs programmes. Plusieurs programmes. Il y a le dernier programme, c'est une émission hebdomadaire tous les vendredis sur RFI qui s'appelle Les Dessous de l'Infox et qui associe d'ailleurs d'autres médias, l'AFP, France 24 vient aussi intervenir. Bon, donc on a des programmes à l'antenne. Sur France 24, on a lancé, c'était le premier programme qu'on ait lancé, on y avait pensé avant même les attaques à Charlie Hebdo en janvier 2015, parce qu'on voyait que les jeunes partaient en masse dans l'organisation de l'État islamique, ils partaient en Syrie, les jeunes Français partaient en masse et c'était via les réseaux sociaux qu'ils étaient recrutés. Oui. Et il nous semblait qu'on pouvait faire, peut-être que des gens voulaient faire ce choix, mais qu'ils n'étaient pas armés pour décider librement, en toute possession de leurs décisions. Donc on avait commencé à parler à l'éducation nationale et après le Charlie Hebdo, on a été rappelé et on a fait Info Intox, qui est un petit programme pédagogisé, que les enseignants peuvent utiliser en classe. Il est utilisé, même j'ai été étonnée moi-même très tôt, puisque l'UNESCO a remis un prix à une institutrice de CE1, alors des enfants très jeunes, et elle utilisait Info Intox avec ses enfants, donc des très petits, pour qu'ils développent leur sens critique, leur capacité à enquêter, à se demander quand ils voyaient quelque chose, d'où ça venait, pourquoi, est-ce que c'était juste, etc. Et donc ce programme a commencé en français une fois par an, puis maintenant il est hebdomadaire, il est en 4 langues, et d'autres systèmes éducatifs nous le demandent, dans le monde arabe par exemple. Donc, je sais pas je propose qu'on regarde quelques images, ça s'appelle Info Intox, et on regarde à quoi ça ressemble. La plupart des images manipulées qui circulent sur Internet ont simplement une fausse légende. Regardez cette vidéo. Des réfugiés récemment arrivés prennent d'assaut, détruisent et volent dans des magasins en Espagne. Ces images ont circulé en Espagne, mais aussi en France. Ces internautes affirment que des migrants ont pris d'assaut, détruit et pillé un magasin en Espagne. Vérifier une vidéo, c'est un peu comme être un détective sur Internet. Alors, menons l'enquête. D'abord, l'auteur de la publication. C'est un compte anonyme qui affiche clairement la couleur. On retrouve beaucoup de publications hostiles aux migrants sur sa page Facebook. Il faut donc être prudent. Ensuite, observez bien. Ici, on voit la date, 19 novembre 2015. Et regardez, si on tape cette date sur Google avec le mot « looting » qui veut dire « pillage » en anglais, on retrouve la même vidéo publiée en 2015. En réalité, cette scène n'a pas eu lieu en Espagne, mais en Afrique du Sud. Il s'agissait d'étudiants qui avaient pillé la cafétéria d'une université en marge de manifestations. Le conseil à retenir, quand vous voyez une image avec une légende haineuse qui concerne une communauté, pensez toujours à vérifier son contexte d'origine. Souvent, ceux qui veulent vous désinformer le font pour que vous cliquiez sur leurs vidéos. Plus ils ont de vues, plus ils peuvent gagner d'argent, notamment sur YouTube. Pendant la Coupe du Monde de foot en 2018, cette vidéo a circulé pour montrer soi-disant le retour de l'équipe du Brésil dans son pays. Vous vous rappelez,
Elle avait été éliminée face à la Belgique en quart de finale. Et là, les supporters semblent plutôt énervés. Neymar et ses coéquipiers qui reçoivent des pierres, vraiment. Vérifier une vidéo, c'est plus difficile qu'une photo. Mais des outils peuvent vous aider. Pour cela, il faut copier l'adresse URL de la vidéo. Puis chercher YouTube Data Viewer sur Google. Ensuite, il faut coller l'URL de la vidéo dans la barre de recherche. Vous obtenez alors des captures d'écran de la vidéo. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, l'outil vous montre où la vidéo a déjà été publiée. Cette scène a eu lieu 3 mois avant la Coupe du Monde en mars 2018. Ces manifestants avaient jeté des œufs sur un bus qui transportait des partisans de Lula, l'ex-président du Brésil. Donc rien à voir avec le foot. Voici un nouveau genre de manipulation qui arrive, les deepfakes. Que dites-vous de ça? President Trump is a total and complete dipshit. On vous remet la séquence. President Trump is a total and complete dipshit. En fait, Barack Obama n'a jamais dit ça. Regardez la suite. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Et oui, voilà ce qu'est un deepfake. C'est un acteur qui parle et c'est un ordinateur qui fait artificiellement bouger les lèvres de Barack Obama. Pour le moment, aucune tentative de manipulation de grande échelle n'est à signaler. Mais cette technologie pourrait permettre de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Restons donc toujours vigilants sur ce que nous voyons ou pensons voir. Thank you. And stay woke, Voilà, alors c'est vrai que parfois on voit des choses surréalistes sur nos petits écrans, mais là vraiment on pousse un peu le bouchon. Donc un film de présentation qui est très instructif, ça permet non seulement de détricoter les fausses informations, mais ça permet surtout d'équiper en quelque sorte le spectateur afin qu'il soit moins démuni face à ce déferlement d'infox, parce que c'est quand même toujours très très troublant. Depuis le début de la conversation, Marie-Christine, finalement on utilise un langage assez belliqueux, puisqu'on évoque une lutte, une riposte, on parle d'offensive. Alors dans ce contexte du Forum mondial Normandie pour la paix, ce que nous mettons en lumière finalement, c'est l'émergence d'une véritable guerre froide de l'information, une guerre qui fait rage, et qui, parce qu'elle crée de la défiance chez les peuples, représente une véritable menace pour le modèle démocratique. C'est bien cela ? Alors, si on doit parler de guerre froide de l'information, je ne la résumerai pas aux seuls infox et manipulations. Il peut y avoir aussi une lutte sur des valeurs ou des sujets qui ne sont pas forcément faux. Par exemple, je parlais tout à l'heure de USA Global Media ou BBC World ou Deutsche Welle. Il faut se rendre compte que peu d'États ont les moyens d'avoir, par exemple, des médias internationaux. Au fond, ce sont les membres du Conseil, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont dotés de ça, puisqu'il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine. Et en plus de ça, il y a, on peut dire, le Qatar avec Al Jazeera et puis l'Allemagne avec Deutsche Welle, par exemple. Donc, on se rend compte que c'est un petit club, finalement. S'il y a je dirais une guerre froide des médias, c'est aussi par les moyens qu'on met pour parler plusieurs langues, pour être présent partout, etc. Moi, j'aime pas beaucoup dans ce cadre-là alors parler de guerre. Certains parlent d'influence. Moi, c'est un mot, peut-être parce que j'ai appris l'italien, qui me déplaît, parce que influenza en italien, ça veut dire grippe. Et ça veut dire donc... je pense que l'information, elle doit être honnête et on peut débattre, mais on peut convaincre, mais influencer, ça a quelque chose d'un peu souterrain, donc manipulateur. En tout cas, nos médias, ils n'ont pas cette idée-là quand ils font leur travail. Mais donc, les influences, comme ça, les guerres de puissance, ça va au-delà des infox. Et juste une chose, pardon, j'ai un esprit d'escalier, mais par rapport à la petite émission que vous avez vue, Info Intox, je voulais vous dire qu'il y avait marqué dessous observateur, oui. Parce qu'il y a 6000 personnes dans le monde qu'on a recrutées au fil du temps à France 24, 6000 jeunes souvent, qui ont en moyenne 30 ans d'âge, qui sont de toutes les nationalités.
et qui font remonter à une rédaction dédiée à France 24 qui fabrique un faux intox qui s'appelle Les Observateurs, la rédaction des Observateurs, des faits qu'ils constatent. Ça peut être des fausses infos, ça peut être des infos réelles que personne ne couvre parce qu'ils sont partout dans le monde. 6000, c'est beaucoup. Bien sûr. Et on les vérifie. Cette rédaction, elle fait alors en anglais fact-checking, en français vérification des faits. C'est un vrai métier. Et c'est pour ça que très tôt, on a sorti un faux intox, parce que ce qu'ils vous ont expliqué dans l'émission, c'est ce qu'on fait en permanence pour ne jamais délivrer des infos qui seraient erronées et non vérifiées sur le terrain, sérieusement. Donc je reviens à ça. Donc, voilà, bon, alors c'est vrai que tous les pays mettent beaucoup d'argent dans des médias internationaux, sauf la France qui en met beaucoup moins. mais c'est vrai qu'il y a donc, on pourrait parler d'une sorte de guerre larvée, guerre froide, de l'influence des médias internationaux. Alors il y a aussi la formation des journalistes, puisque comme vous le dites, il y a aussi ce nouveau caractère quotidien de vérifier, de faire de la vérification des faits. Donc peut-être un mot sur le statut à part des journalistes et sur leur formation. Alors évidemment, je parlais de l'éducation aux médias pour les élèves et pour les enseignants. On reçoit beaucoup d'enseignants à France Médias Monde. Mais la première chose, si on veut faire une bonne info, c'est que les journalistes soient formés. On a développé, nous, avec l'Académie de France Médias Monde, une formation à la vérification des faits et à la lutte contre les fausses infos. On a délivré, par exemple, on a formé près de 200 journalistes argentins. La télévision publique argentine nous a demandé de venir les former à ça. On a souvent des demandes. Canal France International, qui est une filiale de France Médias Monde pour la coopération audiovisuelle, forme énormément de journalistes francophones, notamment, précisément pour faire une info honnête, certifiée, équilibrée. C'est des enjeux très importants. On travaille avec l'AFD aussi sur ces questions de formation dans des zones justement de crise. Par exemple, la bande sahélienne, si on délivre une info équilibrée en français, mais il est important de parler aussi le mandingue, de parler le peul, qui sont des langues qui touchent des millions d'auditeurs. Le mandingue, c'est 40 millions de téléspectateurs ou d'auditeurs. Le peul, c'est pareil. C'est souvent des langues qui sont parlées par des communautés qui ne sont pas d'accord. Donc les médias doivent, juste comme leur nom l'indique, médiatiser et créer le dialogue et stabiliser, permettre le débat pacifique et non pas la confrontation violente. Donc c'est pas par hasard qu'on essaye de travailler pour faire monter en puissance nos langues africaines. Par exemple, le swahili aussi. Dans l'est de la RDC, une cinquantaine de radios reprennent les émissions en swahili de RFI, qui sont justement sans parti pris, qui donnent le débat aux citoyens, qui donnent la parole pour un débat citoyen. On parle aussi le Hausa au Nigeria, qui est la langue parlée par Boko Haram aussi. Donc dans ces zones, on essaye de réintroduire une information équilibrée, honnête, indépendante, un débat démocratique pour justement éviter la confrontation violente et pour défendre la paix et empêcher éventuellement la guerre. Donc là-dessus, on vous rejoint totalement, parce que c'est vrai que le fait de s'approprier la langue de ceux à qui on parle, ça crée non seulement une accessibilité, mais ça veut dire aussi qu'il y a une attention à l'autre, à la culture de l'autre, et donc véritablement, c'est la culture de l'altérité. Absolument. Et je pense que ces langues africaines ont été souvent sous-estimées, alors que ce sont de grandes langues. Alors elles sont parfois souvent à cheval sur plusieurs pays, mais ce sont des langues qui touchent des millions de personnes. Bien et sûr. Ce sont des grandes langues. Donc elles doivent tout notre respect. D'ailleurs, on se lance aussi dans le travail sur l'intelligence artificielle pour que ces langues-là aient accès aussi à des traductions automatiques, des choses comme ça, parce qu'elles sont restées parfois en marge de la numérisation et il ne faut pas. Donc on travaille là-dessus. Quant aux journalistes, c'est quand même, à part les militaires, je ne connais pas tellement d'autres professions où, dans les risques du métier, la mort, l'assassinat, fasse partie, soit considéré comme totalement, ça fait partie des risques du métier. Chaque année, on assiste au bilan de Reporters sans frontières ou de la Fédération internationale des journalistes. Il y a 80 morts, bon. Alors, il y a plein de gens en prison. Souvent, des correspondants de notre groupe ont été condamnés à mort. On est allé les chercher dans différents pays, ont été emprisonnés, ont été torturés. On a dû les exfiltrer. On le fait souvent d'ailleurs avec l'AFP aussi. Donc c'est une profession où le mot mort fait partie comme ça des risques.
Si on y réfléchit, c'est quand même pas si banal que ça. Il n'y a pas tant de professions Bien sûr. où on risque sa vie quand on fait son travail correctement, c'est-à-dire en allant vérifier les faits au plus près, en n'acceptant pas des zones de silence qui sont en général des zones de non-droit, de massacre, d'exaction. Et ça touche évidemment, là encore, à la liberté de la presse. Et ça touche à la liberté d'expression même et au droit d'être informé correctement pour les citoyens. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire monter le niveau de capacité de protection des journalistes. Moi, j'ai dû créer une direction de la sûreté, des formations ad hoc, pas seulement pour les zones de crise, parce que les zones de crise, elles sont partout, y compris dans des manifestations. Mais il y a un autre enjeu qui est la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, parce que sinon c'est un blanc-seing. Bien sûr. Puisque si on n'est jamais puni quand on... Et très souvent, les journalistes assassinés ne sont pas des journalistes qui sont à l'étranger. Ils sont assassinés dans leur pays, parce qu'ils dérangent dans leur pays. Donc c'est un enjeu de paix, oui, je pense, de défendre cette profession qui en a besoin, et on a besoin de cette profession plus que jamais face aux infox, parce qu'il nous faut un journalisme professionnel, indépendant, rigoureux, expert, et ça c'est un facteur de paix, oui. Elle fait un travail formidable, Marie-Christine Saragosse, la présidente directrice générale de France Média Monde. Merci infiniment. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Marie-Christine Saragosse pour ce que vous nous avez dit sur en effet ces infox, et on le voit qu'elles peuvent être des obstacles très clairement à la paix, des obstacles sur ces chemins de la paix. On est en 2019, il y a 100 ans, le traité de Versailles mettait fin à la Première Guerre mondiale. C'était un traité de paix et pourtant, on le sait, il a eu une grande part de responsabilité dans la guerre mondiale qui a éclaté 20 ans plus tard. Ça nous a conduit, et je voudrais remercier Bertrand Badi et Nicole Niesotto, avec qui nous avons conçu et construit le fil directeur des 3 moments de ce forum sur les acteurs de la paix, comment humaniser la paix, les chemins de la paix, c'est le panel que vous allez pouvoir suivre à présent, erreurs et succès, et puis cet après-midi, comment est-ce qu'on bâtit une paix durable. Pour animer, modérer ce panel, j'invite Marc Semo, journaliste au Monde, à nous rejoindre, et je vous souhaite une très belle conférence.